Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Si vis pace, parabellum. Dacă vrei pace, pregătește-te de război. Este filozofia după care s-a ghidat una dintre cele mai mari armate ale lumii, armata romană. Acest principiu a rămas valabil până astăzi. Pace nu ai decât dacă o pregătești în mod constant. Nu te poți dezvolta dacă nu ești în stare să aperi ceea ce strângi. Dacă tu muncești și te dezvolți și vin alții peste tine care îți iau toată agoniseala, nu te vei putea niciodată dezvolta. Doar țările care își asigură o forță militară solidă se pot dezvolta. Nu pentru că ar ataca pe alții, ci pentru că se pot apăra de cei cărora le-ar da prin cap să vină peste ele. Doar proiecția unei mari forțe militare îți poate asigura liniștea necesară pentru a construi o economie solidă și o societate puternică. Spațiul euroatlantic este cel mai dezvoltat la această oră din acest motiv. Poate proiecta o forță militară prin NATO care descurajează orice posibil atac. România face parte din acest dispozitiv care ne asigură acum apărarea. La câteva sute de kilometri de granițele noastre estice se desfășoară un război cu toate ororile lui. România este însă apărată de un dispozitiv militar care a dus la oaltă soldați și ofițeri din mai multe state membre NATO. Franța este unul din pilonii acestui dispozitiv militar care numără deja 1000 de soldați francezi în România, repartizați în bazele militare de la Mihail Cogălnicianu, Cincu și Capul Midea, unde activează un detașament aer-sol cu rază medie de acțiune Mamba. Franța conduce de asemenea dispozitivul multinațional de intervenție rapidă al NATO în România și a creat în mod special un post de general pentru a asigura conducerea acestei forțe multinaționale. L-am invitat la emisiunea Noi venind din viitor pe proaspătul general numit în această funcție Loic Girard. Loic a participat la multe operațiuni militare în Franța, dar și în afara Franței, în Bosnia, Guiana, Coasta de Fildeș, Mali, Liban. Loic Girard este și reprezentant național al Franței în România și împreună vom descoperi implicarea militară a Franței în România, unde ne aflăm și încotro mergem. Această emisiune va avea loc în limba franceză. Mon général, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur, où nous invitons évidemment des gens qui viennent du futur. Et il n'y a pas de futur s'il n'y a pas de défense. Nos ancêtres latins, les Romains, nous disent que si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Est-ce qu'on peut dire la même chose aujourd'hui en Roumanie, à quelques centaines de kilomètres d'une guerre qui n'en finit pas? Alors, tout d'abord, merci Mirel de m'avoir invité aujourd'hui sur votre plateau. Je suis très honoré, parce que je sais que votre émission connaît un grand succès et que vous avez beaucoup de monde potentiellement invité ici. Donc, je suis très honoré d'être présent ici, à plus d'un titre, on pourra y revenir. Je ne comprends pas parfaitement le roumain, mais j'ai retenu en effet de la présentation que vous avez faite, Si vis pacem, parabellum, et puis le petit développement, et puis la question que vous venez de me poser. Oui, on prépare ici, alors à défaut de préparer la guerre en tout cas, le dispositif qui est celui de l'OTAN, et dans lequel je m'inscris en tant que général français nouvellement affecté, on pourra y revenir, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis la crise en Ukraine de février 2022, l'OTAN a réagi, et par le biais de la France, en tout cas pour ce qui est de la Roumanie, on est venu ici, dans le cadre de la solidarité stratégique, augmenter le dispositif militaire français, et international, puisqu'il n'y a pas que des Français présents sous la bannière de l'OTAN en Roumanie, dans le cadre de cette solidarité et dans une mission très clairement qui s'inscrit dans Si vis pacem, parabellum, à savoir la dissuasion. Voilà, montrer que l'OTAN est solidaire des pays qui sont aujourd'hui sur la frontière est de l'Europe et leur apporter leur soutien et d'une certaine manière montrer que les militaires de l'OTAN sont très présents et s'activent ici en Roumanie comme sur l'ensemble du flanc est.
Il y a une longue histoire derrière, en fait, parce que la relation franco-roumaine, elle ne date pas d'hier. Hein. C'est une relation assez passionnelle, hein, on va dire. Mais la France a toujours été présente dans les moments clés de l'histoire roumaine, y compris dans les domaines militaires. Il y a toute une histoire derrière. Et voilà, aujourd'hui, à proximité de ce conflit, de cette guerre en Ukraine, on a une présence française de plus en plus significative, de plus en plus importante en Roumanie. J'ai dit dans l'intro qu'il y a actuellement 1000 soldats français en Roumanie, basés en Roumanie. Quels sont les plans pour le futur? Est-ce que la France compte augmenter ses effectifs en Roumanie? Est-ce que la France compte apporter plus de poids dans le dispositif roumain? Parce que l'OTAN est très présent, il n'y a pas que la France, mais la France a une position assez privilégiée parce que vous êtes général d'une mission importante multinationale. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Ce que je peux faire peut-être, c'est me présenter très rapidement pour savoir quelles sont mes fonctions, puisqu'en fait, ça va répondre en partie à la question que vous me posez. J'ai 2 fonctions principales ici. La première, c'est que je suis l'adjoint de l'état-major de la division multinationale Sud-Est, qui est un état-major de division, donc c'est-à-dire un état-major de division, c'est un état-major capable de commander environ 20 000 militaires, donc c'est quelque chose d'assez important, qui a été recréé à Bucarest il y a un peu plus de 8 ans. Donc, quand on fait le décompte, c'est-à-dire après la première invasion de la Crimée en 2014, hein, voilà, l'OTAN s'est un peu réarticulée à partir de cette date-là, date importante. Donc, je suis tout d'abord l'adjoint de cet état-major de division, commandé par un général roumain, dans le cadre de l'OTAN. Ça, c'est ma première responsabilité. Ma deuxième responsabilité, c'est une responsabilité plus nationale, puisque je suis ce qu'on appelle en langage otanien SNR, Senior National Representative, à savoir responsable des militaires français. Donc, ça m'oblige à 2 titres. Le premier au niveau de l'OTAN et le second au niveau de la France. Donc, au niveau de l'OTAN, qu'est-ce que la France a prévu aujourd'hui par rapport à la question qui était la vôtre, d'augmenter ou pas son dispositif? Donc, oui, il y a un peu plus de 1000 hommes, hein, 1200, parfois un peu plus au gré des relèves. Ce qu'on s'efforce de faire, la France, dans le cadre de l'OTAN, c'est bien d'être très présent avec ce dispositif dans un premier temps, permettre à beaucoup de Français de passer ici dans le cadre de rotation de 4 à 6 mois, s'entraîner avec les nations de l'OTAN qui sont présentes ici, s'entraîner avec les armées militaires roumaines dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, la France est engagée à monter à un niveau supérieur en cas de dégradation de la situation ou une élévation du niveau de menace, hein, qu'on peut imaginer, qui est au-dessus du niveau régiment qui est actuellement présent en Roumanie, mais au niveau brigade, c'est-à-dire une classe 4-5 000 hommes, dans laquelle il y aurait évidemment des troupes françaises, mais également des troupes étrangères. Et là, je donne la deuxième part de ma responsabilité. La France, aujourd'hui, dans le cadre de l'OTAN, est ce qu'on appelle nation cadre. Qu'est-ce que ça veut dire, nation cadre? Ça veut dire que pour la Roumanie, puisqu'il y a des nations cadres dans tous les pays de l'OTAN, notamment sur le flanc Est, c'est le pays qui est chargé de réunir le maximum de contingents internationaux et de traiter avec ce qu'on appelle nation haute, nation cadre, nation haute, de traiter avec la Roumanie pour intégrer ces nations dans l'organisation ici en Roumanie. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Vous êtes militaire aujourd'hui, vous avez un parcours assez exceptionnel. Quel a été le moteur qui vous a poussé dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'armée? Alors tout d'abord, il y a 2 choses, je pense, hein, rétrospectivement, puisque à l'époque, je n'avais pas forcément conscience de cela. Tout d'abord, une rencontre. Voilà, je crois que j'avais 13 ans. J'ai rencontré celui qui allait devenir le mari d'une cousine qui j'avais d'excellentes relations, chez qui on passait des vacances, qui était pilote de chasse en France, voilà, à 13 ans, donc cette rencontre. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ah, en fait, c'est ça que je veux faire. Voilà, je veux être militaire. Et puis, a posteriori, hein, là, je vous le dis aujourd'hui, mais ça date, bien entendu, de nombreuses années, quelque chose comme une vocation, voilà, je pense que c'est le terme, hein, tout simplement, c'est-à-dire le souhait de servir mon pays, qui a, à partir de cette période-là, hein, l'âge de mes 13 ans, donc finalement assez tôt, maturé année après année, et puis après, qui s'est concrétisé dans la préparation d'un concours pour entrer dans une école militaire, l'école de Saint-Cyr, que j'ai eu
la chance de faire en France. Et puis une carrière, comme vous l'avez évoqué. Voilà, j'ai fêté le 1er septembre 2023 mes 30 ans de carrière, mes 30 ans de l'année de mon entrée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France. Et puis après, derrière, il y a des choses dont on ne se rend pas compte forcément à ces âges-là, hein, le côté service de son pays, vocation, etc., mais qu'on incarne dans quelque chose qui nous dépasse, hein, qui nous transcende, qui est le sens du collectif et le sens de la mission. Et en effet, j'ai une carrière assez tournée vers l'opérationnel. J'ai eu l'opportunité, finalement, dans ma carrière, de conduire beaucoup de missions à l'étranger et parfois dans des conditions assez dures. Et quand je dis assez dures, c'est-à-dire qui permettent finalement, dans le cadre de la carrière militaire, de voir la richesse de l'âme humaine, dans ce qu'elle a de meilleur, dans le sens du collectif, des militaires qui sont autour de moi. Et voilà, toutes ces choses-là ont conforté vraiment ma vocation militaire. Et aujourd'hui, je continue à vivre ce métier avec passion. Et j'ai une chance incroyable aujourd'hui d'occuper ces doubles fonctions, hein, en Roumanie, dans un métier qui fait sens, dans le cadre d'une situation opérationnelle compliquée, géopolitique compliquée, que personne ne méconnaît aujourd'hui et qui fait sens aujourd'hui dans ma carrière. Le profil d'un militaire est quelque chose de particulier parce qu'un militaire il est confronté à des situations souvent exceptionnelles. Il ne vit pas une vie tranquille, travaillant de 9 à 5 dans un bureau. Et je me souviens, c'était en fin février 2022, je crois, lorsque le premier détachement de Français est arrivé à la base de Mihail Kogalniceanu. À l'époque, c'était un détachement d'Annecy. Je pense que la plupart, c'était des filles. Je me souviens le choc que j'ai eu quand je suis entré dans cette tente-là, qui avait été aménagée pour elle, et je croyais m'être trompé de tente. J'étais impressionné. J'étais vraiment impressionné de voir ces filles qui étaient venues de Mali. Je pense qu'elles étaient à plus de 45 degrés. Pour se retrouver le lendemain à Mihail Kogalniceanu, sous la neige, au mois de février. Donc, c'était pas évident. Et j'ai eu un échange avec elle et j'étais impressionné. J'étais impressionné non pas par comment dire, c'est clair qu'un militaire, il est confronté à des situations exceptionnelles, mais j'étais touché par leur chaleur humaine, par leur engagement humain. Ce que vous disiez tout à l'heure, cet engagement par rapport à son propre pays, c'est son système de croyance, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai pas vu ça dans le monde civil. Hein. Comment on explique cet attachement tellement fort à la vie humaine dans la vie d'un militaire? Eh bien... C'est une question presque philosophique, c'est-à-dire que de manière caricaturale parfois, certains pensent que le militaire aime la guerre, c'est tout le contraire. Voilà. Le militaire, en tout cas beaucoup de militaires connaissent la guerre, connaissent les enjeux de la guerre, connaissent les défis, connaissent les risques, ont été parfois ou souvent, hein, en l'occurrence pour les gens qui ont été engagés dans des missions opérationnelles un peu dures, le prix de la vie humaine parce qu'on a été confrontés, hein, c'était mon cas, à des militaires décédés, blessés. Donc, le militaire, c'est tout le contraire de cette caricature-là. Il connaît peut-être plus que d'autres, ou au moins autant que d'autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de professions aussi qui sont confrontées à la mort. Hein. Les médecins, la médecine d'urgence, les pompiers, on pourrait faire une liste importante. Mais voilà, le militaire, dans le cadre de sa mission, il connaît le prix de la vie humaine, il connaît l'importance, l'attachement, le sens du collectif et de ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir qu'on ne peut pas réussir une mission si on ne connaît pas les gens avec qui on travaille, si on ne laisse pas le collectif primer sur l'individuel. Il y a évidemment un chef, hein, il est là pour donner des ordres, pour donner du sens à la mission, pour faire en sorte que cette mission soit résolue, mais le chef sans les hommes qu'il commande n'est rien. Voilà, j'aime beaucoup cette citation de Paul Valéry, hein, qui dit que le chef, c'est celui qui a besoin des autres. Voilà, très clairement. Voilà, je la trouve assez éclairante à plus d'un titre, et ça, sans exclure la verticalité du commandement dont on a besoin, parce qu'il y a un moment, il faut prendre une décision et seul le chef parfois peut la prendre. Mais ça explique tout ce lien qu'il y a entre la troupe et le chef. Et ce que vous évoquiez sur les jeunes femmes que vous avez croisées en treillis, qui venaient peut-être d'une contrée beaucoup plus chaude, avec un choc peut-être à la fois climatique, mais également opérationnel, un changement de pays, changement de mission, changement de risque aussi. Voilà, c'est
c'est une part importante de notre métier d'arriver finalement, grâce à l'entraînement, et c'est un sujet sur lequel on pourra revenir, grâce au sens du collectif qu'on s'attache à développer dans les armées de manière le plus aboutie possible, d'être capable de faire face à tout type de situation, et y compris à la partie bord que vous évoquiez, qui fait partie de notre métier malgré tout. Vous représentez la France en Roumanie au niveau militaire. Ça donne quoi la Roumanie pour vous? Ça vous fait quelle impression ce pays? Je disais tout à l'heure qu'il y a une relation passionnelle entre la Roumanie et la France. Vous, c'est quoi votre impression dans ce pays? Qu'est-ce que ça vous fait comme effet? J'aurais énormément de choses à dire sur ce sujet-là. Alors, tout d'abord, je ne suis pas là depuis très très longtemps. Je suis arrivé au mois d'août dernier, donc je n'aurais pas la prétention d'avoir un avis ferme sur la Roumanie, etc. Mais malgré tout, je m'efforce de lire beaucoup de choses sur la Roumanie. Votre livre, d'ailleurs, sur les Roumains m'a beaucoup apporté. Vraiment, on peut en reparler, passionnant à plus d'un titre, sur la relation, sur la symbiose politique, entre les communistes d'un côté, le roi de l'autre, la tech en Roumanie, tous les sujets que vous développez dans votre livre, mais pas que, hein. Il y a pas mal de livres que je lis. J'avais une vision de la Roumanie avant de venir ici, qui était très parcellaire. Voilà. Évidemment, Première Guerre mondiale, lien important. Si on remonte un peu avant, la guerre de Crimée, Napoléon III, la période Ceausescu, puisque c'était la Roumanie à cette époque avec une très forte visibilité. Et puis, on a tous été associés un peu mondialement à la fin du régime de Ceausescu et puis à sa fin personnelle. Et puis, dernier point, à partir de février 2022, évidemment, l'éclairage sur le flanc est de l'Europe, le rôle de nation cadre que j'évoquais tout à l'heure de la France en Roumanie, et donc le côté militaire qui fait que aujourd'hui, n'importe quel militaire français, même s'il n'est pas engagé en Roumanie, en Estonie ou ailleurs, il a vraiment un point d'attention sur cette zone-là. Ça, c'était vraiment avant que je n'arrive en Roumanie. Depuis que je suis arrivé en Roumanie, alors, j'aurais beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, j'étais absolument remarquablement bien accueilli par les Roumains avec lesquels je travaille, puisque je travaille dans un état-major OTAN, mais qui est armé en grande majeure partie par des cadres et officiers et sous-officiers militaires du rang roumain, dont mon chef, le général Thomas, remarquablement bien accueilli. Ce que j'ai découvert aussi au travers de la Roumanie, c'est l'histoire. Donc là, j'ai eu, depuis l'été dernier, l'occasion de me pencher sur l'histoire. Non seulement l'histoire récente, mais l'histoire ancienne. Je lis énormément de livres sur la Roumanie. Je suis actuellement en train de lire, je suis à la moitié parce que c'est un pensum, mais passionnant, La Roumanie de Lucian Boia. Je ne sais pas si je prononce correctement, mais c'est passionnant. Votre livre, l'histoire de la Roumanie, le premier que sais-je que j'ai lu avant d'arriver ici. Je viens d'acheter sur le conseil d'un Français Le Carrefour des Empires morts. Je suis en train de lire également les mémoires du général Pachepa, Horizon Rouge, qui a fait défection en 1978, le chef des services secrets de Ceausescu. Donc cette culture que j'essaie d'acquérir au travers d'un certain nombre de lectures, de contacts avec les Roumains avec lesquels je suis, passionnants, les Roumains avec lesquels je travaille, de visites aussi, même si je ne suis pas là depuis très longtemps, quelques mois, j'essaie dans le temps qui m'est imparti, c'est-à-dire pas autant de temps que je le voudrais, de visiter la Roumanie. J'ai fait un grand tour en Transylvanie par exemple, un certain nombre de grandes villes, Cluj, Sighișoara, les mines de sel, Turda, Bran, Brașov, Alba Iulia, le château de Peleș, un certain nombre de choses que j'ai pu découvrir. Et donc, un aspect aussi important de la Roumanie, l'histoire au travers de son patrimoine et de ses influences extérieures en fonction des régions dans lesquelles on va, mais également la nature. La Transfăgărășan, j'étais assez impressionné par ce trajet, surtout que j'ai eu la chance de le faire en octobre où il n'y avait pas tant de monde que ça, il faisait un temps extraordinaire, donc là ça donne un éclairage incroyable sur la Roumanie. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. J'aimerais savoir à quoi ressemble la vie d'un général dans votre poste en Roumanie. Comment ça se passe? Alors, je fais le lien avec ce que je viens de vous dire, mes deux fonctions. C'est-à-dire, j'ai une responsabilité, pour rentrer plus dans le détail, dans le cadre de mes fonctions dans l'OTAN, j'ai une responsabilité opérationnelle. Donc, c'est-à-dire que
très clairement, je fais partie de ceux qui sont en charge du niveau opérationnel des unités qui sont engagées. Donc, une partie importante de ma mission, c'est de m'assurer que tout le monde arrive à un niveau d'entraînement important, tout le monde travaille ensemble. Et là-dessus, il y a un gros sujet qui est celui sur lequel on pourra revenir, parce que ça peut faire un lien très clair avec la thématique un peu innovation de votre émission, qui est l'interopérabilité. Donc ça, c'est vraiment une de mes premières missions. Il faut que ça fonctionne. Il faut que les gens travaillent ensemble. Il faut que ça réussisse, qu'ils s'entraînent. Ça, c'est la première partie. Donc ça occupe une grande partie de mon quotidien. Donc je me déplace beaucoup pour voir les contingents de l'OTAN ici en Roumanie, contingents français, mais pas que, l'armée roumaine. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la partie plus française. Je dois m'assurer que le contingent français ici joue son rôle de nation cadre, c'est-à-dire qu'on accueille bien toutes les nations, tous les drapeaux qu'on agrège dans le cadre de l'OTAN d'une part, et puis que la connexion avec la France, le soutien logistique, la manière dont les militaires français disposent de tous les moyens dont ils ont besoin ici, soit la plus efficace possible. Donc là aussi, je me déplace. Vous citiez dans votre introduction Kapoumidia, la base MK, Shinku. Donc là, pareil, ça fait partie de mon rôle d'aller sur place, de voir comment ça se passe, de m'assurer que tout ça va bien. Et si je fais le lien avec la partie interopérabilité, parce que c'est un point clé quand même, je trouve, essentiel dans le cadre de l'innovation. Qu'est-ce que c'est que l'interopérabilité ? C'est la capacité que les militaires de différentes nations ont de pouvoir travailler ensemble au quotidien, de s'entraîner aujourd'hui et puis demain, si plus, être capable de s'engager ensemble. Et ça passe tout d'abord de manière très basique par la maîtrise de la langue, l'anglais, parce que c'est notre langue commune, c'est la langue de travail de l'OTAN, pas que, mais en tout cas au niveau tactique et opérationnel, c'est la langue de travail. Mais il y a aussi des aspects techniques très importants, c'est-à-dire être capable de se parler, moyen de communication par exemple. Voilà. Et ça, c'est un des défis auxquels toutes les armées du monde sont confrontées aujourd'hui et dans lequel l'OTAN, évidemment, est très confrontée. Et donc, de s'assurer, parce que, hier, on travaillait avec les Néerlandais, pour prendre cet exemple-là, à Shinku. Aujourd'hui, on travaille avec les Belges, demain avec encore d'autres nations, d'être capable, dans l'entraînement, au quotidien et sur le terrain, de faire en sorte que tous ces gens travaillent. Et voilà, l'interopérabilité, c'est un très, très gros sujet. Il faudrait consacrer une émission à ce sujet-là, parce que derrière, il y a des aspects linguistiques, humains, techniques, technologiques même, travail sur l'innovation, les projets futurs, les systèmes d'information et de communication, la protection de ces systèmes par rapport au cyber. Voilà, donc ça couvre quand même des champs très, très larges dans l'innovation et les armées d'une manière générale. Donc c'est le cas de l'armée roumaine, c'est le cas de l'OTAN, c'est le cas de l'armée française, mais c'est le cas de toutes les armées du monde, sont très impliquées dans ces aspects innovation et technologique pour préparer le futur, comme vous l'évoquez au sein de votre émission. Comment se positionner dans un monde à géométrie variable qui bouge tout le temps et les technologies accélèrent de plus en plus tous ces processus-là, y compris dans les zones militaires. Comment on se positionne dans le futur avec toutes ces technologies qui accélèrent tout ce qu'on touche? Alors je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est l'éternel débat du glaive et du bouclier antidéluvien, à savoir que depuis toujours, il y a eu des innovations qui tantôt ont marqué un effort sur le glaive et tantôt sur le bouclier, et de manière successive. Alors sans refaire toute l'histoire de l'innovation et du monde militaire. Tout d'abord, j'aimerais peut-être revenir sur le point que vous avez évoqué, qui me semble comme essentiel très rapidement, sur la partie, le rôle des forces armées, le rôle de la défense, inhérent ou indispensable à une nation. Oui, un militaire, on est convaincu fondamentalement que pour avoir la paix, il faut avoir une force armée, il faut avoir une capacité de défense. Et aujourd'hui, la défense collective de l'OTAN, très clairement, apporte la paix à l'Europe. Voilà, ça c'est quelque chose, je pense, peut-être qu'à certaines périodes de l'histoire, tout le monde n'en était peut-être pas convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, avec la situation que nous vivons, géopolitique globale, il n'y a plus de débat sur ce sujet-là. Sur la partie innovation technologique et monde militaire, depuis toujours, les forces armées, les ministères des armées, les ministères de la défense, quel que soit le nom qu'on leur donne, ont toujours porté avec une attention et des efforts très importants, quelque chose de marqué
sur la partie technologique, alors sans remonter dans l'histoire, mais je ne sais pas si tout le monde sait aujourd'hui qu'Internet, ça a été développé à l'origine par l'armée américaine, un service de messagerie militaire, et puis que ça a connu évidemment la manière exponentielle et le système qui est devenu aujourd'hui. La partie conquête spatiale aussi, à l'origine, c'était à la fin, avant, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, le développement de vecteurs à but militaire qui ensuite s'est transformé et a servi de creuset à la conquête spatiale, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire quand on y pense, toujours encore aujourd'hui, en termes de préparation de l'avenir futur, innovation technologique, voire fantasme sur ce qui nous attend dans le monde de demain. Donc, le monde militaire n'a jamais été éloigné, a toujours été parfois même au cœur de l'innovation technologique. Quand on regarde aujourd'hui, peut-être plus dans le détail, la médecine d'urgence, très clairement, le monde militaire travaille de manière très pointue sur la médecine d'urgence, la capacité à sauver des vies le plus rapidement possible, travaille sur les blessures, ça c'est quelque chose qui draine l'innovation dans le domaine médical, la robotique, la capacité qu'on a dès aujourd'hui et qu'on développe pour demain à utiliser des robots pour remplacer les hommes, typiquement dans le cadre de déminage. On arrive dans un pays dans lequel il y a eu un conflit, dans lequel il y a eu beaucoup de mines. Voilà, si on peut éviter de risquer des vies humaines en utilisant des robots pour aller chercher ces mines, ou pour aller chercher aujourd'hui et demain, des vies dans des décombres, dans des tremblements de terre. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont très, très fortement développées dans les armées et qui ont des fonctions duales et qui tirent, je pense, la partie technologique civile, mais pas que. Ce n'est pas de manière exclusive. Il y a évidemment un secteur technologique florissant, incroyable, dans le monde entier, en Roumanie en particulier sur la partie tech, ce que j'ai découvert au travers de votre livre. Mais la partie militaire est toujours un moteur de l'innovation, avec un certain nombre de beaucoup d'applications duales et qui servent aujourd'hui dans le monde civil pour notre plus grand bonheur, pour la partie progrès, quels que soient les domaines. On arrive à la fin de l'émission. Évidemment, on ne peut pas échapper aux robots. J'ai une question que je pose à tout le monde à la fin. Une question concernant les robots. Si vous aviez un robot qui ferait tout à votre place et vous aviez tout le temps du monde pour vous, vous feriez quoi? C'est une excellente question, à nouveau. Alors tout d'abord, je pense que les robots, d'une part, vont jouer un rôle le plus important dans les conflits de demain, mais ce sera peut-être l'objet d'une future émission. Votre question est intéressante parce qu'elle pose la question du temps. Et en fait, ce qui nous manque aujourd'hui, le plus, dès lors qu'on est engagé, comme tout un chacun, dans beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, c'est celui du temps. Et si j'avais demain du temps au sens, je me retrouvais libre de mon temps, d'une certaine manière, et libre d'en profiter, il y a quelque chose que j'apprécie énormément, c'est la mer. Voilà, donc je pense que je ferai de la randonnée, circuit de grande randonnée en Bretagne, donc ma terre d'élection, ma zone refuge, et je prendrai le temps de lire, d'une part, d'écrire, parce que j'aime beaucoup écrire, et face à la mer. Voilà, j'utiliserai ce temps pour ça, je pense. Voilà, pour méditer et profiter de cette donnée qui nous est chère parce que rare aujourd'hui. Vous me faites déjà rêver. Et si je peux peut-être terminer par une phrase, je ne sais pas si je vais la prononcer correctement, mais elle me semble très importante, puisque c'est quelque chose que je répète à l'envi depuis que je suis ici en Roumanie, en disant « Impreuna mai puternaci ». Voilà, quelque chose qui me semble important dans le cadre de ma fonction aujourd'hui au sein de l'OTAN et en Roumanie et dans ma mission quotidienne. Excelent concluzion, împreună mai puternici. Loic Girard, vă mulțumesc că ați fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venind din viitor pe Loic Girard, general adjunct al Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO și reprezentant național al Franței în România. Franța se implică masiv în apărarea militară a României și conduce forța multinațională de intervenție rapidă care s-a instalat în bazele militare românești. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi venim din viitor, pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respiri azi. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Noi venim din viitor. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce s-a făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la
la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.